Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre second point du module 7, à savoir identifier les signes précurseurs des crises de votre enfant. Aujourd'hui, nous allons nous atteler à explorer de manière approfondie ce que vous pouvez observer chez votre enfant avant le déclenchement d'une crise autistique. Également, nous analyserons les événements juste avant la crise et les facteurs post-crise. Cette vidéo, elle est destinée aux parents d'enfants qui sont sujets à des crises autistiques et elle est particulièrement aidante si votre enfant est non-verbal ou bien s'il a des difficultés à exprimer ce qui le stresse et le conduit à des crises. Donc comme je le disais, l'objectif va être de vous permettre d'identifier à la fois les changements de comportement chez votre enfant avant la survenue d'une crise, mais également les événements ou les causes spécifiques qui peuvent déclencher ces crises. Et cette connaissance approfondie, elle va vous permettre petit à petit de désamorcer la crise en amont, c'est-à-dire de favoriser la désescalade avant que la crise ne survienne et donc d'éviter cette crise. Donc nous, en fait, on va vous fournir des outils pratiques pour vous permettre d'anticiper et gérer ces situations difficiles. Avant de commencer, j'aimerais quand même vous dire que la démarche d'analyse que nous allons mettre en place est une démarche qui gagne toujours plus à être mise en place avec un professionnel, donc avec l'assistance de quelqu'un qui s'y connaît en analyse du comportement. En revanche, si vous n'avez pas du tout l'occasion de le faire avec un professionnel, vous serez quand même bien sûr bien aidé par cette vidéo. Cette démarche d'analyse que nous allons réaliser, elle s'appuie sur les principes de l'analyse appliquée du comportement, donc l'ABA, que nous avons déjà abordé dans le module 1 et 2. Ce que nous allons faire, c'est donc devenir un observateur attentif, presque mener une enquête, et il faut comprendre que ça va pouvoir être un défi pour vous, surtout si vous êtes déjà épuisé par les crises de votre enfant. Mais cette étape, elle est extrêmement nécessaire parce que c'est cette connaissance approfondie qui vous facilitera par la suite le processus pour amoindrir les crises et la fréquence des crises. Donc notre plan. D'abord, nous allons apprendre à déceler chez votre enfant ce qui change avant une crise et ensuite nous allons analyser les événements déclencheurs des crises et les potentiels renforçateurs des crises. On verra ce que j'entends par renforçateur des crises. Donc nous allons commencer par déceler chez votre enfant ce qui peut changer avant une crise. L'observation du comportement de votre enfant, elle va permettre de repérer des petits changements qui en général s'accumulent dans son comportement avant une crise. Cette pratique, elle va vous demander une vigilance particulière, beaucoup d'énergie, mais elle offre la possibilité ensuite de mieux comprendre les signaux précurseurs et donc de vous permettre une intervention plus précoce et ciblée pour atténuer les crises, voire même faire en sorte que la crise ne survienne pas. Ce que j'ai fait, c'est créer une grille d'observation qui va vous permettre de remplir une liste de changements potentiels de comportement de votre enfant avant une crise. Cette liste, elle est non exhaustive et bien entendu que vous pouvez ajouter des éléments si vous repérez certains changements de comportement spécifiquement chez votre enfant. Là, vous allez me dire, mais comment je peux remplir cette grille si je ne suis pas encore sûre que mon enfant va faire une crise? Alors, ce que vous pouvez faire, c'est au départ la remplir après la crise, c'est-à-dire noter ce que vous avez eu l'impression d'observer chez votre enfant comme changement de comportement juste avant sa crise. Mais le mieux reste de vraiment apprendre cette liste, c'est-à-dire en tout cas bien la lire et bien comprendre les différents changements de comportement que votre enfant pourrait adopter avant une crise afin de pouvoir les repérer dès lors que votre enfant les met en place et donc de commencer à remplir cette grille, voir quels sont les comportements qui s'accumulent en fait et qui peuvent apparaître avant une crise. En fait, cette grille finalement, elle a vraiment pour visée de vous rendre très très observateur et analyste du comportement de votre enfant. Donc nous allons lire ensemble cette liste. Alors le premier point, a de plus en plus de difficultés d'articulation, a des propos moins logiques, plus désordonnés que d'habitude, a une lenteur pour s'exprimer, ne parle plus du tout, ou au contraire parle sans arrêt, fait plus d'écolalie que d'habitude, pose des questions incessantes ou redondantes, se replie, essaye de s'isoler, d'éviter, paraît plus fatigué, a des larmes dans les yeux qui montent, montre un désintérêt pour ce qui l'intéresse habituellement, comme le fait de rejeter un jouet ou une activité.
Se montre plus hyperactif, agité que d'habitude. Paraît tendu physiquement, nerveux. A le visage crispé ou différent. Paraît plus susceptible. Paraît de plus en plus surexcité, même de manière positive. A des rires excessifs, paraît euphorique. Est de plus en plus passif à ce qu'on essaie de lui faire faire. A des difficultés pour se concentrer, a des difficultés pour écouter, a des difficultés pour retenir ce qu'on lui dit comme des consignes très simples, a des idées fixes exprimées oralement ou comportementalement, et c'est par exemple à tout prix de faire quelque chose, montre une difficulté à comprendre les autres ou ce qu'il se passe, paraît déconnecté du moment. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces éléments-là, ils ont une importance si c'est un changement de comportement par rapport à comment est votre enfant habituellement. C'est-à-dire que par exemple, si votre enfant, d'habitude, il a des difficultés pour écouter, là, vous avez l'impression que votre enfant a encore plus de difficultés à écouter et donc vous allez le noter. Mais vous n'allez pas le noter s'il a des difficultés à écouter qui sont égales à celles de d'habitude. Ensuite, gestes indiquant une hypersensorialité au niveau de la vue. Par exemple, essaie d'éviter la lumière. Gestes indiquant une hypersensorialité au niveau de l'audition. Par exemple, se bouche les oreilles. Hypersensorialité du goût, hypersensorialité de l'odorat, hypersensorialité du toucher. Recherche sensorielle auditive, recherche sensorielle visuelle, gustative, olfactive, recherche sensorielle tactile avec les objets, les personnes. Recherche sensorielle kinesthésique. Il a besoin de se balancer, de tourner, etc. À présent, vous avez une première grille d'observation que vous avez la possibilité de compléter. Encore une fois, j'insiste sur le fait que le mieux, c'est peut-être de lire plusieurs fois cette grille pour vous permettre de commencer à la compléter dès lors que vous observez un de ces comportements chez votre enfant. L'objectif, encore une fois, c'est de repérer les signes qui indiquent que votre enfant ne se sent pas bien et qu'une crise pourrait survenir, pour être en mesure par la suite de les identifier et de mettre en place des stratégies de désescalade. En revanche, cette technique, même si elle est utile, pour le moment, elle ne suffit pas à elle seule. Elle ne vous permet pas d'agir directement sur ce qui déclenche la crise, mais elle offre une première approche pour apaiser la situation en intervenant dès que les signes précurseurs sont repérés par vous-même. Maintenant, notre seconde étape va être d'analyser les événements déclencheurs des crises de votre enfant, mais aussi les potentiels renforçateurs des crises. Donc, on va réaliser une analyse en 2 étapes. Comme je le disais, nous allons d'abord examiner les événements qui déclenchent les crises, qui pourraient déclencher les crises, mais aussi réaliser une évaluation des réactions immédiates de l'entourage après la crise qui pourraient renforcer ces épisodes. Et ça, c'est très important parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que certaines de nos réactions ou certaines des conséquences qui surviennent après la crise de l'enfant vont petit à petit renforcer les épisodes de crise. C'est-à-dire que ces crises ne seront plus des crises autistiques, mais deviendront petit à petit des crises plutôt de colère pour obtenir ce qu'il a eu l'habitude d'obtenir lorsqu'il réalise des crises autistiques. En fait, il va comprendre par association que s'il fait certains comportements, eh bien, il obtient certaines choses, certains renforçateurs, et donc petit à petit, il va reproduire ces comportements, et ce ne sera plus des crises autistiques, j'insiste bien, mais bien des crises pour obtenir quelque chose. Donc, nous nous appuierons sur les principes de l'analyse appliquée du comportement ABA et plus spécifiquement sur la technique ACC, antécédent, comportement, conséquence. J'ai élaboré une grille qui s'inspire de celle qui est utilisée en ABA pour faciliter cette analyse. À présent, analysons cette grille ensemble. Donc, je vais vous la lire une première fois, puis nous verrons colonne par colonne comment la remplir. Alors, d'abord, vous allez remplir la date et les heures des crises, puis le lieu de la crise, puis les personnes présentes pendant la crise, puis les antécédents, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe juste avant le comportement, puis les comportements que vous observez durant la crise. Donc là, bien sûr, vous vous aiderez de ce que nous avons vu auparavant, notamment dans le point 1 et dans l'introduction. Et enfin, les conséquences, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe directement après le comportement de crise de votre enfant. Qu'est-ce que vous faites, vous, après la crise ?
Avant de commencer, j'aimerais vous dire que je comprends que le fait de remplir cette grille puisse être assez laborieux, vous demander de l'énergie et du temps que parfois vous n'avez pas. Pour autant, j'insiste sur le fait que c'est vraiment ce qui va vous permettre petit à petit de comprendre qu'est-ce qui amène à la crise de votre enfant et d'agir sur ces crises-là. Ce que vous pouvez faire, c'est également demander à des personnes de votre entourage de vous aider à la remplir parce que parfois les crises, elles ne surviennent pas directement lorsque vous êtes là. Et donc chaque élément qui entre en compte pour la survenue de crise de votre enfant vont être importants à repérer. Également, ce que je vous conseille, c'est d'imprimer cette grille ou bien juste de la réécrire et d'en avoir toujours une copie sur vous au cas où votre enfant ferait une crise à l'extérieur pour pouvoir la remplir directement après la crise. Donc ça, c'est vraiment important aussi. L'objectif, c'est de remplir cette grille dès que votre enfant est apaisé pour avoir le plus d'éléments possibles en tête à propos de sa crise. Alors, en premier lieu, vous allez remplir les dates et heures des crises de votre enfant. Pourquoi c'est important? Parce que si par la suite vous repérez que votre enfant réalise toujours des crises vers les mêmes heures, vous allez plus facilement analyser ce qui peut déclencher des crises chez lui. Également, les dates sont importantes. Par exemple, si vous réalisez que ces crises sont essentiellement les jours d'école, ou bien au contraire sur les jours de week-end, ça ne veut pas dire la même chose. Par exemple, si votre enfant réalise des crises tous les samedis soirs, c'est peut-être parce que vous avez décalé l'heure du repas le samedi soir et donc ça conduit à des crises. Donc ça va être très très important de noter les dates et les heures pour mieux comprendre ce qui est susceptible comme antécédent de provoquer une crise. Ensuite, vous allez remplir le lieu de la crise et préciser vraiment comment était ce lieu, donc décrire le lieu. Vous allez préciser par exemple s'il est bruyant, s'il est lumineux, s'il est désordonné, au contraire s'il est très ordonné, s'il y a beaucoup de personnes, etc. Pourquoi c'est important? Parce que, comme nous l'avons vu dans le point 1, les événements sensoriels sont très importants dans le déclenchement des crises autistiques de votre enfant. Également, le fait qu'il y ait beaucoup de requêtes sociales peuvent être à l'origine des crises de votre enfant. Donc par exemple, s'il y a beaucoup de personnes, peut-être que votre enfant est beaucoup sollicité ou peut-être qu'il est touché involontairement par les autres, etc. Donc c'est très très important de bien décrire l'environnement qu'il y a avant et surtout pendant la crise. Ensuite, vous allez remplir les personnes qui étaient présentes juste avant la crise et pendant la crise. Pourquoi c'est important? Alors je vais illustrer d'abord avec un exemple. Quand je travaillais en CESAD avec des enfants autistes, il y avait un enfant qui réalisait souvent des crises lorsqu'il était en groupe. Et donc nous, automatiquement, on en a déduit que cet enfant-là réalisait des crises parce qu'il y avait trop d'enfants avec lui. Et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte que non, ces crises étaient en lien avec la voix d'une enfant en particulier. Et donc ça change tout parce qu'on se rend compte que finalement, l'événement déclencheur, c'est un stimuli sensoriel, c'est la voix qui est trop désagréable de cet enfant pour l'enfant qui réalise des crises, plutôt que le fait d'être en groupe. Et donc ça va changer toute la prise en charge et la manière de trouver des solutions pour gérer les crises de cet enfant. Également, en notant les personnes qui sont présentes juste avant et durant les crises, vous allez peut-être pouvoir repérer que finalement, il y a toujours une personne en particulier qui est là lors des crises de votre enfant et que c'est peut-être quelque chose dans son comportement, même si c'est pas quelque chose de négatif en soi, qui provoque la crise chez votre enfant. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important de décrire précisément chaque personne qu'il y a juste avant la crise et pendant la crise. Alors, pour remplir les antécédents, voici nos différents points. Est-ce que votre enfant a eu un inconfort sensoriel ou une surstimulation sensorielle? Donc là, on va noter tout ce qui concerne les sens. Beaucoup de monde autour de lui, quelqu'un qui l'a touché de manière imprévue, etc. Est-ce qu'on a élevé la voix ou parlé plus rapidement? Est-ce que votre enfant semble avoir des douleurs? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il recherche en particulier ou qui l'agace? Est-ce qu'il y a une situation qu'il n'a pas comprise? Est-ce qu'il y a eu un imprévu par rapport à ce qu'il pouvait attendre habituellement dans cette situation ou ce qu'il pourrait s'imaginer?
Est-ce qu'on la conduit d'un lieu à un autre, d'une position dans la pièce à une autre, ou même est-ce qu'on lui a demandé par exemple de se mettre debout alors qu'il était assis, ou l'inverse? Est-ce que quelque chose l'a conduit à être surexcité? Est-ce qu'il y a des intentions de quelqu'un qui ne lui ont pas semblé claires, qu'il n'a pas compris, pas saisi? Est-ce qu'il est dérangé dans son jeu ou dans ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'on lui a refusé quelque chose ou bien est-ce qu'il ne s'est pas passé ce qu'il souhaitait qu'il se passe? Est-ce qu'il a dû attendre quelque chose? Il y a eu un délai avant d'obtenir ce qu'il voulait ou faire quelque chose? Est-ce qu'on lui a demandé de réaliser quelque chose de difficile pour lui? Est-ce qu'il y a eu plusieurs attentes en même temps, c'est-à-dire plusieurs attentes d'un coup de la part des autres envers lui? Plusieurs demandes, consignes? Est-ce qu'il a fait face à une nouvelle situation pour lui, c'est-à-dire quelque chose qu'il n'avait jamais vécu auparavant? Puis, avant-dernière étape, vous allez noter les comportements de votre enfant durant la crise. Donc, vous allez décrire le plus précisément possible ce qu'il fait et dit. Par exemple, il crie, il pleure, il jette les jouets, il pousse la personne, il se replie sur lui-même. Donc ça, c'est tous les comportements que nous avons vus dans l'introduction concernant les meltdowns et les shutdowns. Ce qui va être important, c'est de vraiment remplir le plus précisément possible cette colonne-là. Elle est déterminante. Il ne faut pas noter seulement un seul antécédent que vous avez pu repérer, mais bien tous les antécédents. Parce que parfois, ça n'est pas une seule chose qui provoque la crise, mais bien une accumulation de choses, mais aussi parfois une combinaison entre tel élément et tel élément qui amène à la crise. Et petit à petit, au plus vous remplirez cette grille lors des crises de votre enfant, au plus par élimination, vous comprendrez quels sont réellement les antécédents qui amènent à la crise de votre enfant. Donc soyez vraiment le plus précis possible pour remplir cette grille le plus exhaustive possible. Si je reprends notre exemple de tout à l'heure, si nous en étions restés en termes d'antécédents, à noter que l'enfant était dans un groupe et que nous lui demandions par exemple de réaliser telle ou telle activité, nous nous serions dit que c'est telle activité qui provoque ces crises. Tandis que en notant petit à petit chacun des antécédents directs juste avant la crise, on a pu réaliser que c'était lorsque la petite fille parlait, s'exprimait, peu importe ce qu'elle disait, que l'enfant déclencher une crise. Donc c'est vraiment l'antécédent qu'il y a juste avant la crise. Même si ce n'est pas cet élément-là qui explique peut-être à lui seul les crises de l'enfant. Mais c'est le premier antécédent que nous repérons comme étant à l'origine des crises. Avant et dernière colonne, vous allez remplir les comportements de votre enfant durant la crise. Donc là, encore une fois, il va falloir être très précis sur ce qu'il fait parce que votre enfant, même si vous en avez peut-être pas l'impression, il ne fait pas toujours les mêmes comportements et pas toujours de la même intensité durant chacune des crises. Et donc, en fait, remplir précisément l'intensité de ses comportements, le nombre de ses comportements, quel comportement il y a dans cette crise-là plutôt que dans cette crise-là, va nous permettre de voir finalement quels sont les antécédents qui amènent à des plus fortes crises et donc de faire des liens entre ces comportements-là et ces crises-là et donc petit à petit de comprendre quels sont les antécédents qui sont les plus susceptibles vraiment de déclencher des crises chez votre enfant. Ensuite, nous allons remplir notre avant-dernière colonne, à savoir la colonne des conséquences. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il se passe directement après la crise de votre enfant? Qu'est-ce que vous faites directement après la crise? Et qu'est-ce qu'il obtient? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que il va avoir un temps d'écran? Est-ce qu'il va être isolé? Est-ce qu'il va pouvoir éviter une situation? Est-ce qu'il va obtenir beaucoup d'attention de la part des adultes, etc. Alors, pourquoi c'est important de vraiment bien remplir cette colonne? Déjà parce que selon ce qu'il obtient après, on va pouvoir comprendre finalement que c'est ce dont il avait besoin même avant la crise. C'est-à-dire, je m'explique, si par exemple on l'isole et on voit qu'il se calme, ou si on voit que le fait d'avoir eu de l'attention des adultes, ça lui a permis de s'apaiser, ou si le fait qu'il ait pu éviter telle ou telle activité ou telle tâche, ça lui a permis de s'apaiser, eh bien, on va pouvoir comprendre
que finalement c'est ce que nous devons peut-être mettre en place avant même que la crise ne survienne grâce à l'observation donc des signes précurseurs chez votre enfant, donc de la première grille que vous aurez remplie. Également, remplir ces conséquences, ça va vous permettre de voir s'il y a certaines choses que votre enfant obtient qui vont le pousser à faire de plus en plus de crises, mais qui ne sont plus encore une fois des crises autistiques, mais cette fois-ci des crises de colère parce qu'il a compris que en faisant certains comportements, comme le fait de crier, de pleurer, eh bien, il pouvait obtenir certaines choses de votre part. Et enfin, nous allons remplir notre colonne des conséquences, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il se passe directement après la crise de votre enfant. Qu'est-ce que lui fait, qu'est-ce que vous faites, quel comportement vous mettez en place, quel comportement il a, et aussi ce qu'il obtient. Par là, j'entends, est-ce qu'il va avoir un temps d'écran? Est-ce qu'il va être isolé? Est-ce que ça va lui permettre d'éviter une situation compliquée pour lui? Est-ce qu'il va avoir beaucoup d'attention de votre part? Etc. Pourquoi c'est important? Déjà parce que si vous repérez que un de ces éléments, donc par exemple le fait de l'isoler, lui permet de mieux se calmer, ou bien le fait d'éviter telle ou telle tâche, ou bien le fait d'avoir beaucoup de votre attention, lui permet de se calmer, eh bien vous allez pouvoir tout de suite, lorsque vous repérez des signes précurseurs de la crise de votre enfant, mettre en place ce comportement-là plutôt que d'attendre la crise et de lui permettre donc de s'isoler, d'avoir de l'attention, etc. Donc en fait, vous comprenez que c'est peut-être le besoin qui est à l'origine de la crise de votre enfant. Et donc répondre à ce besoin avant la crise vous permettra peut-être d'éviter la crise. Donc ça, après, ce sera des essais qui vous permettront de comprendre si c'est bien ça. Également, nous allons faire aussi attention aux conséquences parce que, comme je le disais, elles peuvent être des renforçateurs potentiels des crises. Admettons par exemple que lorsque votre enfant fait une crise autistique, il a par la suite un temps d'écran pour pouvoir se calmer. Le risque, c'est que ces crises ne soient petit à petit plus des crises autistiques, enfin qu'il fasse toujours des crises autistiques, mais qu'il fasse aussi d'autres crises dans lesquelles il met en place des comportements comme des cris, des pleurs, etc. pour obtenir ce temps d'écran. C'est-à-dire que par association, petit à petit, votre enfant risque de comprendre que tel ou tel comportement, c'est-à-dire le fait de pleurer, de crier, etc., lui permet d'obtenir la conséquence, c'est-à-dire par exemple le fait d'avoir un temps d'écran, et donc petit à petit, il va mettre en place ces comportements-là pour obtenir ça. Et donc, vous verrez apparaître de nouvelles crises qui ne sont plus des crises autistiques, mais bien des crises de colère ou des caprices. C'est donc pour ça, en résumé, qu'il est très important de repérer bien tout ce qu'il se passe après la crise de votre enfant, parce que ça va vous permettre de mieux identifier le besoin qui est à l'origine de la crise, mais également ce qui peut venir amplifier le fait que votre enfant fasse de plus en plus de crises. Ce qu'il va être très important de comprendre également, c'est que parfois les crises, elles résultent d'une accumulation d'événements tout au long de la journée et que vous, dans votre grille, vous ne repérez finalement que les dernières difficultés qui sont à l'origine de la crise. C'est pour ça qu'il va être crucial d'explorer quand même l'ensemble de la journée pour identifier les éléments qui petit à petit conduisent à la crise. Dans certains cas, donc, il va pouvoir être bénéfique de communiquer avec les enseignants, les surveillants, les personnes qui sont autour de votre enfant durant la journée pour avoir un aperçu plus complet des antécédents des crises. En ce qui concerne les conséquences, il va être essentiel d'être attentif, donc comme je le disais, à tout ce qui se produit après la crise à court terme. Par exemple, si votre enfant, comme je le disais, a accès à une tablette 15 minutes après s'être calmé, ça va être important de noter ces événements. Petit à petit, comme je le disais, les conséquences, elles peuvent être en fait des renforçateurs qui vont conduire votre enfant à répéter des crises qui ne sont plus des crises autistiques, comme je le disais, mais qui vont lui permettre d'obtenir ces renforçateurs. En conclusion, donc les exemples de situations dans lesquelles vous allez devoir remplir cette grille. Donc après que la situation elle soit retombée suite à une crise, vous allez prendre une feuille ou un carnet ou ce qui vous arrange et noter tout ce dont vous vous rappelez. Si nécessaire, vous pouvez bien sûr solliciter l'entourage de votre enfant pour obtenir des informations complémentaires. C'est même recommandé.
votre plan d'action. Donc il peut être judicieux de consacrer plusieurs mois à documenter les crises avant de parvenir à identifier les antécédents des crises et les facteurs déclencheurs. Avoir cette feuille sur soi en permanence donc pourra vous faciliter l'accès à la prise de notes et donc pouvoir avoir le plus d'informations possible pour comprendre bien ce qui déclenche les crises. Notre vidéo suivante, vous pouvez la suivre si vous avez identifié les antécédents des crises et si vous repérez mieux les signaux d'alerte dans le comportement de votre enfant. La vidéo suivante, donc, ce sera notre point 3, élaborer des stratégies de prévention d'apparition des crises. La source sur laquelle je me suis appuyée, c'est le livre Prise en charge comportementale et cognitive du trouble du spectre autistique de Cotreau, Couder, Regli, Rivière, Tréhin.